Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le thème 6, la mobilité horizontale des plaques lithosphériques. Après avoir vu les marqueurs à la frontière des plaques lithosphériques, nous allons voir dans le chapitre 2 l'origine du mouvement de ces plaques. Je rappelle que les plaques lithosphériques, ça correspond à des morceaux de lithosphère. Et ces morceaux de lithosphère, ils sont en mouvement. Aujourd'hui, on va expliquer l'origine des mouvements des plaques lithosphériques. On va avoir trois grandes parties, donc divisées en trois activités. L'activité 2A, l'évolution de la lithosphère océanique, où nous allons nous poser une question, c'est quelle modification il se produit au niveau de la lithosphère océanique au fur et à mesure de son expansion et qui pourrait, ces modifications, expliquer sa subduction. Alors essayons de reprendre point par point. Nous avons ici l'axe de la dorsale. Une dorsale, ça correspond à un alignement de volcans sous-marins et ces volcans sous-marins sont à l'origine de la formation de la croûte océanique constituée de basalte, roche microlithique, et de gabbro, une roche grenue. L'ensemble de ces deux minéraux sont constitués des mêmes minéraux. On vous dit qu'au fur et à mesure de son vieillissement, la lithosphère refroidit. Donc l'isotherme 1300 degrés qui marque la limite entre l'asténosphère est par conséquent de plus en plus profond. Et la lithosphère, par conséquence, devient de plus en plus épaisse. Comment mieux comprendre cette phrase ? Ici, sur la droite, vous avez les isothermes au niveau d'une dorsale. Donc les isothermes, ça correspond à une limite de même température. La limite qui nous intéresse le plus, c'est 1300 degrés. Ça veut dire que à une profondeur qui est ici, où la température est inférieure à 1300 degrés, on est au niveau de la lithosphère. C'est ce qui correspond finalement à ces éléments-là, en bleu et en vert clair. Et au-dessus de 1300 degrés, ici et là, nous sommes au niveau de l'asténosphère. Donc ce qu'on remarque, c'est que au niveau de la dorsale, vous voyez, il y a une remontée de l'isotherme 1300 degrés. Ça veut dire qu'au niveau des dorsales, il fait chaud. On a déjà vu ça précédemment lors du chapitre 1. Le flux géothermique au niveau des dorsales est important. C'est-à-dire que c'est vraiment la zone où on a la fusion partielle de ce qui va donner le basalte et le gabbro. Au fur et à mesure de sa formation, cette croûte océanique formée de basalte et de gabbro va s'éloigner de la dorsale. Or, on voit ici qu'en s'éloignant de la dorsale, on a l'isotherme 1300 degrés qui est de plus en plus profond. Or, c'est cet isotherme 1300 degrés qui limite la couche inférieure de la lithosphère. Donc ici, on a une épaisseur de la lithosphère au niveau de la dorsale qui est faible, et plus on s'éloigne de la dorsale, et plus la profondeur et donc l'épaisseur de la lithosphère est importante. C'est ce qu'on vous dit ici. En s'éloignant de la dorsale, la zone où la sténosphère est superficielle, l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond. Donc, c'est-à-dire que l'épaisseur du manteau supérieur lithosphérique, qui a une densité de 3,3, et une densité donc supérieure de celle de la croûte océanique dont on a dit précédemment qu'elle était à 3,0. L'épaisseur de la croûte océanique est à peu près constante. On a juste un peu de plus en plus de sédiments quand on s'éloigne de la dorsale. La densité de l'ensemble de la lithosphère océanique va augmenter puisque la croûte, c'est toujours une densité de 3,0. Le manteau supérieur lithosphérique, une densité de 3,3. Mais plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus l'épaisseur du manteau lithosphérique augmente. Donc à un moment donné, l'ensemble des deux, qui est cohérent, va être supérieur à celle de l'asténosphère, qui est de 3,25. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque la densité de la lithosphère océanique est supérieure à celle de l'asténosphère? Dans ces cas-là, il y a subduction.
Donc c'est une des modifications qui se passe dans la lithosphère océanique. Je reprends. Plus on s'éloigne de la dorsale, plus l'épaisseur du manteau lithosphérique supérieur est importante alors que celle de la croûte est constante. L'ensemble des deux, la croûte océanique plus le manteau lithosphérique supérieur, ça compose la lithosphère océanique. La densité supérieure à 3,25 quand on est assez loin de l'axe de la dorsale, on est autour à peu près de 80 millions d'années pour que la croûte océanique formée au niveau de l'axe de la dorsale se retrouve en subduction avec le manteau supérieur lithosphérique avec qui il est cohérent. Est-ce que ce sont les seules modifications qui se produisent dans la lithosphère océanique et qui expliquent la subduction de celle-ci? Non. On a l'eau de l'océan qui va s'infiltrer dans les roches nouvellement formées qui composent la croûte océanique et donc ça va modifier le basalte et le gabbro composés de pyroxène et de feldspath plagioclaste. On va avoir finalement des nouveaux minéraux de formés. Comment ça se passe? Il faut imaginer qu'au-dessus de nos roches de la croûte océanique nouvellement formées, on a à peu près 4 km de colonnes d'eau. Et donc, le pyroxène et le feldspath plagioclaste vont subir des transformations à l'état solide. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme hydrothermal puisque c'est causé par apport d'eau. Ça va être responsable de l'augmentation de la densité de la croûte océanique puisque ça touche les minéraux de la croûte. Mais vu que la croûte compose la lithosphère océanique, bien entendu, ça va également engendrer une augmentation de la densité de la lithosphère océanique. Comment ça se passe exactement? C'est-à-dire que on a ici le basalte et le gabbro qui va composer notre croûte océanique. Ce basalte et ce gabbro sont composés de pyroxène et de feldspath plagioclaste. Et on va avoir de nouveaux minéraux qui apparaissent suite à l'incorporation. Vous voyez ici, il n'y en a pas. Là, on en a des groupements hydroxyle OH avec ici pour l'amphibole OH2, la chlorite OH8 et l'actinote OH2. Les formules chimiques de ces minéraux ne sont pas à prendre. Par contre, les nouveaux minéraux formés seront à savoir. Comment ça se passe exactement? C'est-à-dire qu'on a le feldspath plagioclaste et le pyroxène qui composent la croûte océanique nouvellement formée au niveau de la dorsale, qui va interagir avec l'eau. Et ça va former un nouveau minéral qui est l'amphibole, qui va apparaître, vous voyez, entre le feldspath et le pyroxène. On a un petit peu une auréole, une couronne qui va se former avec ce nouveau minéral. Peut-être qu'on le voit un petit peu mieux ici, c'est-à-dire le pyroxène qui est plus sombre, le feldspath plagioclaste qui est plus clair, et ici une auréole avec l'amphibole nouvellement formée. Donc, cette amphibole nouvellement formée, ça ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir réagir avec le feldspath plagioclaste qui est à côté, grâce à la présence d'eau, et ça va former les nouveaux minéraux qui sont chlorite ici et actinote là. Or, certes, ces minéraux, amphibole, chlorite et actinote, ont des groupements hydroxyle OH. Quel est le lien avec la densité? Ce qu'on voit ici, on vous indique que la densité de la lithosphère océanique dépend certes de l'épaisseur de ce manteau lithosphérique, mais aussi de la densité des roches qui la constituent. Le métamorphisme qu'elle subit modifie ce paramètre. Donc, si on regarde le tableau, certes, on l'a déjà vu ensemble, la densité du gabbro est de 3,0. Mais si jamais à la place des minéraux de base, on a d'autres minéraux qui sont formés comme l'amphibole, et vous voyez, la densité, elle augmente un petit peu. Si on a de la chlorite et de l'actinote nouvellement formés, la densité augmente encore. Or, la densité de la péridotite, qui compose le manteau supérieur lithosphérique, est de 3,3. Si cette péridotite a elle-même subi un métamorphisme hydrothermal, on dit qu'elle est serpentinisée parce que la péridotite à la base elle est verte et là les minéraux vont se transformer et ça va un peu ressembler à une peau de serpent au contact avec l'eau de mer et la densité augmente très fortement. Donc finalement
Lorsque les minéraux ont subi la pression de l'eau, l'infiltration de l'eau de mer, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme hydrothermal, les minéraux de base qui composent la croûte océanique, le pyroxène et le feldspath plagioclase vont se transformer en amphibole, chlorite et actinote. La péridotite qui compose le manteau supérieur lithosphérique peut se transformer en péridotite serpentinisée. L'ensemble de ces minéraux, amphibole, chlorite, actinote, péridotite, serpentinisée, ont une densité plus importante que les minéraux de base. Et l'ensemble de tout ça va engendrer une densité plus importante de la lithosphère océanique et donc entraîner sa subduction, ce qui permet de répondre à la question qui nous était posée au départ. Donc ici, la nouvelle lithosphère formée au niveau de la dorsale, composée de pyroxène et de feldspath plagioclase, va se refroidir en s'éloignant de la dorsale de part et d'autre. Mais cette nouvelle lithosphère, elle s'épaissit puisque l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond. Or, cet isotherme 1300 degrés correspond à la limite inférieure de la lithosphère. Cet épaississement va provoquer une augmentation progressive de la densité de la lithosphère, vu que le manteau supérieur lithosphérique est de plus en plus épais. Or, il a une densité plus importante que la sténosphère. Ça va donc entraîner le plongement de la croûte océanique qui est cohérente avec le manteau supérieur lithosphérique, donc le plongement de l'ensemble de la lithosphère océanique dans la sténosphère. On vous dit également que la croûte océanique et les niveaux superficiels du manteau sont le siège d'une circulation d'eau qui modifie les minéraux et qui va également entraîner une augmentation de la densité de la lithosphère et donc son plongement, donc sa subduction.